Bonsoir à tous, bienvenue. La qualité de notre enseignement est un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes. Votre présence ici ce soir en est la preuve. Parents, professeurs, grands-parents, nous entendons tous et prenons connaissance de ces fameuses enquêtes PISA qui comparent les niveaux scolaires par pays et par matière. À chaque fois, les journalistes nous disent que les élèves de la communauté française sont en milieu ou en fin de classement et nous reparlent des pédagogies appliquées dans des pays plus au nord comme étant la panacée. À chaque législature, un nouveau ministre essaie une nouvelle réforme pour améliorer ses résultats, que ce soit par un décret mixité ou par une nouvelle manière d'évaluer les élèves. Cette année scolaire a été marquée par la sortie d'un livre écrit par un professeur ayant 30 ans d'expérience. Un livre qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, un livre qui crée débat, qui donne matière à réflexion. Son auteur, Franck Andria, est connu dans les écoles, car en plus d'être professeur de français, c'est également un auteur reconnu pour la jeunesse. Avec plus de 30 livres à son actif, vos enfants ont certainement lu l'un de ceux-ci. La Rance glaçante ou L'amour à boire, pour ne citer que ceux-là, sont des livres qui ont une portée pédagogique, ils permettent une réflexion en classe avec les élèves. Les profs au feu et l'école au milieu permettent l'exercice dans les classes supérieures, me semble-t-il. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé à la direction du Collège Saint-Guibert une rencontre avec Franck Andria. Je la remercie d'avoir accepté cette rencontre au sein du collège. Je remercie également M. Jean Bouin, professeur de français en 5e, d'avoir relevé le défi. Et je félicite déjà les élèves pour leur travail. Vous allez voir, ils ont préparé cela de main de maître. Merci à Franck Andria de sa présence et de se prêter au jeu des questions-réponses. Merci enfin de votre présence. Vous aurez vous aussi l'occasion de poser des questions à l'auteur. Je vous souhaite une soirée enrichissante et sans demander les compétences qu'ils ont mises en œuvre pour cette soirée, je laisse la parole aux élèves. Bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà, Monsieur Andria, d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous allons diviser cette interview en 5 chapitres. Les élèves de 5e, qui sont inscrits dans l'option Français Fort, vont d'abord lire des extraits de votre livre et vous poseront ensuite quelques questions. Dans une deuxième partie, nous donnerons la parole au public pour engager le débat avec vous. Alors la première partie de l'interview va porter sur votre itinéraire personnel. Il y a 12 ans, vous écriviez dans Vocation prof. Être prof, c'est rencontrer l'autre dans ses différences, lui transmettre le meilleur de nous et lui révéler ses potentialités, l'amener à être lui-même. Surtout si l'autre est un adulte en devenir, car il est plus fragile qu'un adulte construit, et mérite donc davantage d'attention. Vous disiez faire partie de ces hommes et de ces femmes qui prennent un profond plaisir à rencontrer les adolescents dans leur quotidien, qui exercent un métier tellement riche, tellement humain, que ceux qui y croient n'ont pas idée de le lâcher. Mais aujourd'hui, vous écrivez dans votre pamphlet « L'école publique ne fonctionne plus parce qu'on ne trouve plus de profs, parce qu'elle est devenue ingérable à cause de la violence qui s'y développe. Par quoi a-t-on remplacé l'école d'autrefois, mère de tous les vices et de toutes les injustices? Par une école vide de sens, où les slogans pédagogiques sont oubliés avant qu'on ait eu le temps de les lire. Par un ignoble mensonge qui ne permet plus qu'aux riches de réussir et qui n'a plus rien d'un ascenseur social. » Alors, Monsieur Andria, avant d'aborder le contenu de votre essai, nous voudrions vous demander ce qu'est toujours la vocation de prof et l'enthousiasme d'autrefois. Que s'est-il passé pour vous durant ces 12 dernières années? Comptez-vous changer de métier et vous consacrer tout entier à l'écriture? Alors ça commence de façon extraordinaire parce que tu me poses la même question que la ministre. Donc en fait, non, je suis toujours prête à assumer complètement l'extrait de vocation prof, et peut-être encore beaucoup plus qu'avant. J'aime toujours autant mon métier, et c'est parce que j'aime mon métier que j'ai écrit Les profs au feu et l'école au milieu. Parce que j'ai le sentiment, depuis donc j'ai commencé à enseigner en 1980, on est en 2013, ça fait 33 ans, et j'ai le sentiment qu'au fil des années, surtout des 10 dernières années, des 15 dernières années, en fait depuis le décret mission et l'arrivée notamment de la pédagogie par compétences, qu'on peut de moins en moins librement exercer le métier. Mais je ne compte pas entièrement me consacrer à l'écriture,
J'adore être dans les classes, même si du fait de tout ce que je fais, je ne suis pour le moment plus prof qu'à mi-temps. À côté de votre vocation de professeur, vous avez aussi la vocation d'écrivain, et en particulier d'écrivain pour la jeunesse. Vos romans sont-ils un autre moyen d'éduquer les jeunes? Que voulez-vous dire aux jeunes à travers vos romans? Alors, un moyen d'éduquer, je n'irai pas jusque-là, c'est d'abord pour moi un plaisir d'écrire, et j'espère que vous, en tant qu'adolescent, vous trouvez un plaisir à découvrir ces livres, à les lire et à partager certaines choses que j'écris dedans. Donc, maintenant, c'est vrai que comme les romans pour ados sont beaucoup lus dans les écoles, ce sont des romans comme la remplaçante que Laurence a citée, ce sont des romans qui éveillent souvent le débat, la remplaçante, le journal de Jamila, ou dernièrement mon recueil de nouvelles sur l'Afghanistan, Rose Afghan. Ce sont des textes qui ouvrent le débat et qui éduquent peut-être un peu, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'abord, vous, en tant qu'ado, de vous faire passer un bon moment. Et aux adultes aussi. C'est de 12 à 112 ans. Et puis, de plus en plus, vous écriviez pour les adultes des romans autour de la spiritualité. La question du sens de la vie, du sens de l'école, cela vous préoccupe de plus en plus? Ah oui, là je crois que ça c'est une question fondamentale qui me préoccupait quelque part avant. Je dirais que le premier texte que j'ai écrit, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose au niveau du sens et de l'humain qui ne fonctionnait pas, c'était le journal de Jamila en 1986, donc c'est très vieux. Et ça, c'était par rapport notamment à la situation de la commune de Scarbeck où j'ai toujours vécu, où je travaille, et de la partie dans ces années 80 du bourgmestre ouvertement raciste qu'on subissait à Scarbeck, et que notamment mes élèves d'origine turque et marocaine subissaient encore beaucoup plus que moi. Et donc, au fil du temps, c'est vrai que j'ai eu envie d'écrire à partir de mes questionnements intérieurs, et donc j'ai notamment publié en 2009, c'était le premier texte à ce niveau-là, avec l'intime chez Desclés Brouwer. Et donc je crois que c'est important. On a tous un questionnement intérieur, on recherche tous un sens à notre vie, à l'embellir et tout ça. J'ai d'abord écrit ça au départ pour moi, et puis il y a des gens qui l'ont lu, ils m'ont dit il faudrait que tu partages ces textes, parce que chacun peut s'y rencontrer, et voilà, j'ai continué, et c'est vrai que la question du sens est fondamentale. Et notamment, je crois que c'est la question du sens que je mets en filigrane de tout ce livre aussi. Est-ce que je te réponds bien? Oui, merci. Parce que c'est très rare qu'un prof se fasse interviewer ou interroger par des élèves, et donc j'espère que j'aurai une évaluation positive. Ça va? Mettre à des points. Ah oui. Ah, c'est même pas formatif, c'est certificatif tout de suite. Bon. Merci à toi. Alors venons-en au vif du sujet. Parmi les principaux responsables de la dégradation de l'école, vous pointez dans votre livre les pédagogues et les didacticiens. Voici ce que vous écrivez. Mon métier n'est pourtant plus ce qu'il était. En des sphères où l'on rêve l'école, lentement, patiemment et semble-t-il passionnément, on la détruit. Plus le temps passe, plus les réformes se multiplient, plus je rencontre des professeurs désorientés et plus j'ai le sentiment que l'on programme la mort de l'école. En Belgique, comme en France, les pédagogues et les didacticiens ont pris le pouvoir. Et les politiques, souvent incompétents en la matière, ont délégué l'avenir des professeurs et des élèves à des penseurs en chambre qui ont avec le réel autant de contact qu'un martien avec la terre. Le plus beau métier du monde est devenu un métier qui n'attire plus personne. Un merdier que quittent les anciens et que, comme en témoignent les statistiques, les jeunes enseignants fuient après quelques années. Un métier qui pleure. Qu'est-ce qui a motivé, à votre avis, les penseurs en chambre que sont les pédagogues à proposer des réformes successives? N'est-ce pas un idéal très noble au départ que de vouloir donner à tous les meilleures chances de réussir? Alors je crois que donc mon livre est un pamphlet, donc je n'ai pas fait vraiment dans la dentelle dans l'écriture du livre. Alors je crois que les pédagogues, je le dis dans le livre, mais alors étonnamment dans la presse on a sorti
les formules les plus chocs que j'ai pu avoir dans le texte sur les pédagogues. Donc je dis que les pédagogues, je crois qu'ils sont intéressants et qu'ils sont importants parce qu'ils permettent une réflexion sur l'enseignement. Où il y a un truc qui ne va plus, c'est quand ces réflexions sur l'enseignement qui sont intéressantes en tant que telles sont imposées. Alors tu me demandes, bon, ils ont amené des réformes, ce n'est pas tellement eux qui amènent les réformes, ça c'est les politiques. Les pédagogues, pensent l'école. Alors pour certains, j'en ai rencontré beaucoup depuis la sortie du livre, donc pour certains en contact avec des étudiants, souvent avec des étudiants du supérieur, mais avec des étudiants quand même, et pour d'autres, sans le moindre contact. Donc j'ai eu des contacts avec des pédagogues qui avaient été invités à des débats avec moi, qui m'ont dit tout de go, excusez-nous monsieur, mais on n'a pas lu votre livre, on lit que les ouvrages universitaires à propos de l'enseignement. Alors, mais par contre, ce sont les recherches de ces personnes-là qui sont utilisées pour réformer l'école. Et souvent, il y a certaines de ces personnes qui n'ont plus enseigné depuis beaucoup trop longtemps, ou parfois pas enseigné du tout. Donc, je ne sais plus si je réponds à ta question. J'ai oublié une partie. Oui, tu peux faire comme les profs, hein, tu reprends la question si c'est pas complet. Non, c'est... pourquoi ces réformes n'ont-elles pas fonctionné? Je crois que ces réformes ne fonctionnent pas parce qu'on travaille le nez dans le guidon. Tu vois, il y a de bonnes réformes, mais alors là, ce n'est pas le côté des pédagogues, parce qu'il y a une réflexion sur l'enseignement qui se fait depuis, en gros, depuis 30, 40 ans et même avant, mais ça bouge énormément depuis ces années-là, et ces réformes ne fonctionnent pas parce que on décide un changement, mais politiquement, on espère que le changement va donner des résultats pour les prochaines élections. Et là, c'est un souci. Parce que les changements, surtout quelque chose d'aussi fragile et d'aussi complexe que l'école, il faudrait faire des changements à 20 ou 30 ans. J'ai lu des textes que m'a notamment envoyé un pédagogue qui avait travaillé au contrat stratégique de l'enseignement de Marie Arena en 2005. Et ce monsieur dit dans son texte, mais ce contrat stratégique, etc., ça devait être un changement pensé pour les 20 prochaines années qui allaient maintenant, donc jusqu'en 2025, et puis le contrat stratégique saute, Marie Arena disparaît, on met un autre ministre qui amène une autre réforme. Et donc, en tant qu'enseignant, donc les réformes se transforment en réformettes pour les enseignants et pour les élèves, et automatiquement, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a, voilà, par rapport à la question précédente, on perd du sens. Parce qu'on veut aller trop vite, et ça, c'est typique de notre société. Mais je sais que c'est dans la suite des questions, je me tais. Alors, les élèves ont quand même gagné en esprit critique et ne sont plus prêts à gober n'importe quoi, n'importe comment. N'est-ce pas le signe d'une nouvelle maturité d'une nouvelle Oui. maturité? Ah oui, mais c'est tant mieux, mais je crois quand même que les élèves avaient aussi de l'esprit critique quand j'ai fait mes secondaires. Hein. On avait aussi cet esprit critique. C'est vrai que maintenant, vous avez peut-être plus, mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment rien que l'école qui vous le donne, plus l'esprit critique, parce que par rapport à toutes les sollicitations que vous avez avec Internet, etc., il y a de plus en plus de sollicitations, vous êtes directement dans la vie. Je crois qu'on avait peut-être une façon de fonctionner avec des valeurs qui étaient données il y a 30-40 ans et qu'on mettait moins les choses, on remettait moins les choses en question. Mais quand même, un petit peu avant que je fasse mes humanités, j'ai eu mes 68, et donc c'était aussi la preuve d'un esprit critique. Et moi, à l'école, je critiquais toujours tout. Ça n'a pas changé. Merci. Et vous dites aussi que les pédagogues ont disqualifié l'enseignement technique et professionnel. Vous pouvez en dire un peu plus? Oui, ça c'est jusque demain matin. Non, je vais essayer de faire... Alors le problème, c'est quand on répond aux questions comme ça vite, il y a toujours des choses que je ne dirai pas. J'ai eu le bonheur de commencer ma carrière, et c'est vraiment ça qui m'a tout appris à l'époque du rénové triomphant, où il y avait plein de sous pour le rénover et que ça allait tout changer, en 80, dans l'enseignement technique et professionnel. Et à l'époque, l'idée de l'époque, qui a vite été éliminée parce qu'il n'y avait plus de sous, c'était qu'on donnait en première rénovée, en technique, on donnait un cours de latin.
sous prétexte que les élèves qui étaient en première technique avaient peut-être mal choisi leur option et que s'ils avaient un cours de latin en première technique, ils pouvaient alors repasser en général après. Et donc mon cours, j'ai commencé ma carrière en donnant du latin en technique et du français en deuxième professionnel. Et j'avais des élèves quasiment aussi âgés que moi pour certains, et notamment en première, j'avais des élèves de 16-17 ans en première, donc première humanité, première technique. C'était vraiment une école difficile. Et en même temps, il n'y a aucun de ces élèves qui est passé dans le général après, tu vois, par rapport au cours de latin. Mon cours était considéré et par les collègues de l'école où j'étais arrivé en tant que tout jeune prof là à 22 ans, et par les élèves comme complètement inutiles, puisqu'ils ne comptaient pas dans le total, et que de toute façon, si on ratait en latin, puisqu'il n'y avait pas de deuxième année, on passait quand même. Donc tu vois déjà la pensée intelligente qui est fournie autour de tout ça. Mais en même temps, étant confronté à une absurdité quelque part, je me suis lancé là-dedans, et c'est grâce à ces élèves-là que peut-être aujourd'hui j'ai envie d'écrire ce texte ici, parce que ce sont des élèves certainement plus en difficulté que toi et que tes copains de classe. Là, l'école technique Ascarbet qui n'existe plus, c'était vraiment un milieu social très très fragilisé et pas facile du tout. Et en même temps, ces gosses-là, ils ont besoin d'énormément de respect, il faut partir d'eux pour les amener un peu plus loin. Et j'ai l'impression que les pédagogues qui réfléchissent l'enseignement, ce sont des gens intelligents, ce sont souvent des gens surdiplômés, mais qui ne se rendent absolument pas compte de la difficulté qu'ont certaines personnes à la base. Et alors on nous balance de belles théories, et l'élève qui simplement... J'ai eu un élève qui, en deuxième professionnel, qui avait 18 ans, et je l'ai vu après, donc tu étais tout jeune prof, tu en as 22, il était plus grand que moi et plus fort que moi, et après, à la fin de la deuxième heure de cours, je voyais qu'il était au fond de la classe en lisant son journal turc. Et je dis, mais bon, il regardait les images, là, il lisait en turc, et je dis, mais enfin, pourquoi tu ne suis pas mon bon cours sur les participes passés? Et il m'a dit, mais monsieur, écoutez, moi je ne connais pas l'alphabet en français. Je suis arrivé ici, comme j'avais cet âge-là, on m'a mis en deuxième P, et puisque je parle presque pas français. Et donc, tu as ton programme, tu as les idées pédagogiques, et puis tu as un gars qui ne connaît pas l'alphabet en face de toi. Donc j'ai demandé à tout le monde, je dis, on est d'accord de tout arrêter, et qu'on lui apprenne d'abord l'alphabet, tous ensemble, et puis qu'on démarre à partir de là. Et ça, je crois que là, l'enseignement, quand on le fait comme ça, il devient qualifiant. Quand il vient du haut et qu'il s'impose sur le bas, il est disqualifiant. Voilà. Merci. De rien. Ce qui décourage les plus jeunes professeurs, est-ce la pédagogie qu'on leur demande d'enseigner, ou les élèves qu'ils ont devant eux et qui sont devenus, comme vous le dites, les élèves rois? Peut-être un petit peu les deux, mais je crois que ce qui décourage un professeur, sauf si vraiment il n'arrive pas à s'y prendre avec les élèves, ce n'est jamais les élèves. Ça, je crois sincèrement, et ça je l'ai appris grâce à ces élèves de technique et professionnelle du début de ma carrière. Parce que c'était pas du tout évident, mais à partir du moment où la personne que tu as en face de toi, tu la respectes et qu'elle se sent respectée par toi, automatiquement elle te respecte aussi. Donc il y a quelque chose, il y a une magie qui s'est faite cette année-là, et dans Vocation Prof, je raconte certains événements que j'ai vécus, c'était pas du gâteau tous les jours. Et pourtant, au niveau de la relation humaine, ça s'est fait. Et puis, en te répondant à ça, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Je vais répéter. Oui, répète tout. Ce qui décourage les plus jeunes professeurs, c'est la pédagogie qu'on leur demande d'enseigner, ou les élèves qui sont devenus, comme vous le dites, des élèves. Donc jamais les élèves, et la pédagogie, peut-être. Parce que, honnêtement, j'ai une collègue, je viens d'avoir une réunion cet après-midi à l'école, on a une réunion des profs de français par rapport à tout ce qu'on voulait organiser au niveau de la matière, etc. Et cette réunion était notamment sollicitée par de jeunes collègues qui disent, on regarde le programme, on est complètement perdu, on ne sait pas ce qu'on doit faire, vous, qu'est-ce que vous faites? Si on travaille comme certains d'entre vous, on travaille peut-être trop avec des savoirs et pas des compétences. Et donc, il y a une collègue qui m'a ramené chez moi avant que Marc vienne me chercher. Elle m'a dit, j'étais en larmes avant le congé de Toussaint parce que je voyais plus ce que je devais donner. Et là, je crois que là, il y a un gros souci. J'ai une autre collègue qui a essayé de corriger, donc, parce qu'en tant que professeur, même si tu ne le crois pas, on essaie totalement de s'impliquer, tu vois, par rapport aux corrections, préparations, etc. Et elle dit, je vais faire les interros comme on le demande au ministère.
Alors pour préparer une interro, elle a pris 6 heures et pour la corriger avec toutes les grilles, elle en a mis 9. Elle dit j'ai 4 classes, 15 x 4 ça fait 60 heures, plus les cours à donner, plus les prépas, elle est en overload. Bon. Donc je crois que ce qu'on nous demande d'en haut sans le voir, que sur le terrain parfois c'est pas praticable, ça peut décourager certains. Parce que tu as toujours l'impression, et moi j'ai ce sentiment-là maintenant depuis 10 ans, je dis, quoi que je fasse au fond finalement, si je suis inspecté, ce ne sera pas bien. Donc, bon, finalement, alors il y en a qui disent, je m'en fous, je ne le ferai pas, ou alors, même moi, je dis, j'ai mauvaise conscience, parce que j'ai envie quand même que ce soit bien pour les élèves, et que ça fonctionne en même temps par respect pour les gens qui me demandent quelque chose. Et puis comme ça va pas, tant pis, alors on fait comme... Voilà. Merci. De rien. Troisième tortionnaire. Ça va jusqu'à présent, c'est gentil. Alors, vous parliez justement des compétences, vous avez des mots très durs à propos de la pédagogie par compétences. À l'école, un minimum de devoirs. À l'école, plus d'exigences. À l'école, pas de frustration. À l'école aujourd'hui, il nous est demandé d'apprendre aux jeunes que la vie est un jeu dont ils sortiront vainqueurs, que la réussite est pour tous, qu'il leur suffit de s'approprier ce qu'ils savent déjà, de manière innée sans doute, pour devenir des superman et des superwomen de la compétence, à qui le bonheur sourira de ses dents blanchies. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment a-t-on pu en arriver à mentir de manière aussi crasse à des jeunes qui pensent pouvoir réussir sans étudier de la matière, sans assimiler les savoirs nécessaires? L'école est devenue le temple de la réussite, un effroyable mensonge qui, de manière hypocrite, a repoussé les situations d'échec vers l'enseignement supérieur et l'université. Tout le monde peut devenir médecin ou avocat jusqu'à 18 ans. Tout le monde peut fantasmer encore et encore. Ensuite, c'est le carnage. Mais on n'en parle plus. Le discours sur l'enseignement secondaire fait croire à la réussite de tous. Mais les statistiques sont-elles impitoyables? Les ados réussissent mal. Vous ne croyez pas à la pédagogie ludique? Je crois à la pédagogie. Quand j'étais petit, j'avais un bouquin dans ma bibliothèque qui était Apprendre la géographie en s'amusant. Et je me suis toujours dit, pour apprendre quelque chose, c'est vrai qu'il fallait aussi s'amuser. Mais on s'amuse en apprenant quelque chose et pas en faisant chaque fois une réflexion sur la manière d'apprendre. C'est un petit peu ça que je disais. Alors l'idée de compétence, bon, en soi, c'est intéressant, mais je crois que ça a été et là j'ai eu plusieurs pédagogues qui me l'ont dit, dont quelqu'un qui avait travaillé au projet du décret mission. Ils ont dit, on a travaillé à tout ça, et puis bon, c'est effectivement un sujet compliqué. Les politiques doivent présenter ça à la presse, etc. Et donc ce sujet compliqué est réduit. Et finalement, il dit, quand je vois ce qu'on a travaillé et quand on voit ce qu'on en sort au niveau de la communication, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et encore maintenant, il y a des personnes qui m'ont envoyé des mails qui me disent, mais c'est quoi la différence entre une compétence et un savoir? Et on devrait travailler comme ça depuis 1997. J'ai fait une formation pour mieux comprendre, moi aussi, en 2012, il y avait des profs qui sortaient d'agrégation à l'université qui n'avaient jamais entendu parler de compétences pendant leurs études universitaires en 2012, alors que théoriquement on doit travailler avec ça depuis 87. Alors, une pédagogie ludique, oui, je dis, si tu viens à ma classe, tu vas beaucoup te marrer. Hein, mais en même temps, je dis, il faut quand même qu'on sache encore, par exemple, ce qu'on doit apprendre. Dans le livre, il y a une bibliographie, et il y a notamment le livre d'un monsieur un livre qui a eu beaucoup d'écho en France, qui s'appelle Jean-Paul Briguelli, qui s'appelle La fabrique du crétin. Et dans ce livre-là, il dit, les compétences c'est intéressant, mais sans savoir, c'est du vent. Et donc, il faut d'abord que, tu vois, si par exemple, tu as la compétence, je dois t'apprendre à savoir communiquer pour convaincre, et que tu n'arrives pas à lire ou que tu ne reconnais pas les mots, ben voilà. Je dis, j'ai mes élèves de 4e, c'était à la réunion cet après-midi, donc c'est tout frais. Je me rends compte que, bon, ils ont de réels soucis avec le passé simple. Et alors, les profs de l'inférieur nous disaient, mais oui, mais là, bon, on leur a appris à lire, oui, mais tu vois,
il y a des bases qu'ils ne connaissent plus. Et donc, je n'ai rien contre la pédagogie ludique, mais bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, comme on est dans une région agricole, qui m'a dit samedi lors d'une autre rencontre, les compétences sont à l'enseignement ce que les mulets sont à l'agriculture. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais... Voilà, la phrase me revient au moment où je vous le dis. C'est horrible, hein, mais c'est voilà. Vas-y. En quoi cette pédagogie par compétence fait-elle des élèves des illettrés? C'est un petit peu, tu vois, ce que je te disais. Je dis, bon, je crois que, bon, apprendre comme on l'a fait, avant, et un petit peu comme moi je l'ai fait durant mes humanités, où tu dois bêtement apprendre par cœur, à la limite sans comprendre. Là, les pédagogues ont fait un travail extraordinaire, et je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Louis van de Velde à l'ULB, qui avait lancé notamment toutes les compétences transversales, la courtoisie dans vos bulletins, etc. Il y avait vraiment des idées intéressantes, parce qu'il dit, bon, si tu as un 12 sur 20, ben voilà, tu as ton 12 sur 20, tu ne sais pas ce que ça représente. Et puis, grâce à ça, on peut voir que, par exemple, tu connais très bien les choses, mais que tu n'arrives pas à utiliser tes connaissances. Donc là, il y a eu une réflexion vraiment intéressante à ce niveau-là, mais à partir du moment où on ne te demande plus d'apprendre vraiment des choses, oui, ça peut conduire à une catastrophe. Et alors, à des gens, j'ai des élèves, bon, je sais comment ça va, on va en parler, donc je ne vais pas m'étendre, mais qu'avec le décret inscription, surtout à Scarbeck, chez nous, je vous en parlerai, ça a vraiment fait une catastrophe. Et j'ai des élèves qui me disent, en primaire, oui, il y a des textes injonctifs et informatifs, mais ils ne connaissent pas le présent du verbe être. Alors là, j'ai dit, bon, ben, ils ont entendu parler de textes. Alors, pour certains, c'était très intéressant. Je dis, qu'est-ce que tu as lu comme type de texte? Et une réponse, c'est un texte informatique. Ils ne savaient plus que c'était informatique. Donc, tu vois, là, tu as un réel souci. Faites-vous dans vos classes de la résistance par rapport à la pédagogie par compétence? Mais je crois que dans toutes les écoles, dans beaucoup d'écoles, en tant qu'auteur pour la jeunesse, tu vois, je vais dans énormément d'écoles. Et donc dans énormément d'écoles, je rencontre des professeurs qui font effectivement de la résistance. Et il y a dans mon livre un extrait du discours de juin 2011 de mon préfet qui dit qu'il voudrait qu'on reste un village d'Astérix où on résiste au décret complètement idiot. Il a d'ailleurs inventé un décret Zorro et Batman, si vous lisez le livre. Vous pourrez voir, Patrick Tizot, préfet de l'Athénée Farmer-Bloom, il a inventé 2 nouveaux décrets. Et il dit, et un décret Astérix qui nous permet de résister à l'envahisseur. Donc oui, je parle de compétences parce que bon, il faut quand même, et je travaille aussi par compétences, mais mes élèves continuent à apprendre. Votre vision très négative de l'école ne correspond pas vraiment à ce que nous vivons, nous élèves du collège. N'avez-vous pas exagéré la situation avec le risque de nous démoraliser? Non, c'est pas le but. Alors tu vois, c'est pas une vision négative de l'école. Je crois pas que c'est une vision négative de l'école. C'est une vision négative du système scolaire tel qu'il est pensé et qui n'est plus relié à l'école. Tu vois, j'ai vraiment eu le sentiment, donc j'ai rencontré la nouvelle ministre de l'enseignement, qui était prof pendant 11 ans, et j'ai plus eu l'impression de rencontrer une prof qu'une ministre. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et on a vraiment une super discussion. Elle disait, bon, avec la question, mais pourquoi vous, après vocation prof, vous écrivez ce livre-là, etc., avec des questions de professeurs qui connaissent le terrain. C'est très rare qu'il y ait... Bon, il y a eu Pierre Azet, et il y a eu Christian Dupont, donc tout parti politique confondu, il y a eu trois ministres qui ont été profs, et puis les autres qui n'y connaissent parfois rien, et donc qui mettent des gens pour les représenter. Et entre la ministre et nous, donc nous, c'est toi, tes professeurs et tout ça, il y a au cabinet du ministre, il y a notamment 3 étages de bureaux et de gens qui sont dans des bureaux et qui envoient tous ces programmes. Et c'est là que je crois qu'il y a un problème, parce que ces gens-là ne connaissent pas la réalité de l'école. Donc, et là, je crois qu'il faut dire à un certain moment, il y a des choses qui ne vont plus. Même si, voilà, on m'a reproché que parfois c'était un peu négatif, et puis pour ceux qui me connaissent, ils disent pourtant t'es un gentil, pourquoi t'as fait ça? Bon, c'était 50 ans, là, tu vis mal ça? Non, non. Je dis, à un moment, pour que ça aille mieux, il faut dire que ça ne va pas. Tu vois, si tu vas chez ton médecin, tu lui dis je vais bien, il dit merci d'être venu, c'est 23 €. Mais tu dois lui dire ce qu'est le problème, quoi. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre, et j'espère que ça découragera personne.
Avez-vous discuté de tout cela avec vos élèves et si oui, partagent-ils votre constat? Alors bon, avec mes élèves, je ne parle pas trop de mes idées pédagogiques, je leur donne d'abord cours. On travaille ensemble, et puis c'est vrai que depuis que le livre est sorti, mais c'est souvent à la récréation, dans les couloirs. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, on veut faire des ateliers d'écriture, tout ça, mais ce sera sur le temps de midi ou quoi qu'on essaiera de faire des choses à l'école. Et donc, partagent-ils votre constat? Ben, ils ont ton âge, quoi. J'ai essentiellement, cette année, j'ai 2 quatrièmes, donc ce sont des quatrièmes, donc ils sont même plus jeunes que toi. C'est un petit peu comme la ministre m'a dit la même chose. Elle dit, mais votre constat, elle dit, moi j'ai 36 ans, j'ai toujours travaillé par compétence. À la limite, il y avait quoi avant? Et les jeunes d'aujourd'hui, ben, vous avez toujours travaillé comme ça, et vous ne pouvez pas voir aussi les libertés extraordinaires qu'il y avait avant. Et je ne veux pas revenir à ces libertés-là, à ces libertés-là, oui, mais je ne veux pas revenir au passé à dire c'était mieux avant, donc c'est pas le cas, mais de dire qu'on construise un avenir où vous puissiez en tant que jeune être épanoui. Parce que tu vois, un bête exemple, on nous dit vous ne pouvez plus coter l'orthographe, évaluer l'orthographe qu'à concurrence de 10%. Donc, ou carrément, s'il y a des professeurs qui ont dû faire passer cette chose, le test d'évaluation non certificative en 4e de cette année, que mes élèves ont passé en octobre. Je n'ai jamais vu mes élèves aussi dégoûtés. Donc, l'orthographe et la syntaxe, il ne fallait pas évaluer. Donc, d'accord, admettons. Je me suis retrouvé en juin avec une ancienne élève et ma voisine, mon ancienne élève qui fait des études d'assistante sociale et qui terminait ses études, et ma voisine qui terminait des études d'infirmière. Et qui sont arrivées l'une chez moi, l'autre à l'école, en disant « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bien lire mon travail de fin d'études ?» Parce que la prof a dit, donc en école supérieure, que s'il y avait une faute d'orthographe par page, elle ne corrigeait même pas, mon travail était annulé. La candidate infirmière, même chose. Ce sera une superbe infirmière, elle fera superbement son boulot. Mais si je n'avais pas corrigé son travail, la prof ne le lisait pas. Et en secondaire, on dit il ne faut plus évaluer l'orthographe. Tu vois la catastrophe. Donc on va te dire tout va bien, et puis tu arrives en dernière année d'études supérieures, on dit t'as pas d'orthographe, tant pis, t'as pas ton diplôme d'infirmière. Là, il y a un souci. Donc il faut une cohérence. Et ce que je dis dans le livre, mais comment peut-il y avoir de cohérence quand en primaire, en secondaire et en supérieur, c'est des ministres différents et de partis différents? Oui. Ça va, j'ai pas foutu d'angoisse? Alors c'est vrai que je suis filmé, mais on ne verra que mon profil parce que je réponds là. Mais c'est pas vrai. Alors vous parliez justement des ministres et des ministres de l'enseignement qui souffrent d'une maladie particulière, la décrétitude. Ils souffrent d'un trouble obsessionnel compulsif et émettent des décrets. Et à propos du décret inscription, vous écrivez: les écoles privilégiées, parce qu'elles se situent dans des quartiers huppés, n'ont pas été touchées. Les écoles qui casquent sont celles qui, situées dans des environnements difficiles, n'ont plus le droit d'établir de projets pédagogiques. Avant, il y avait dans certains quartiers la bonne école, la moins bonne et la moins bonne. Pour les parents, c'était un repère. Maintenant, grâce au nouveau décret, il y a 3 moins bonnes écoles. Aujourd'hui, dans ces quartiers défavorisés, les bonnes écoles n'existent plus. Tout le monde se retrouve nivelé dans la médiocrité. Avant d'en venir au décret mixité, pouvez-vous expliquer ce qui, dans le décret de ces dernières années, a provoqué cette baisse du niveau de l'école? Bon, là, de nouveau, il nous faudrait jusqu'à demain matin, mais je crois que ce n'était pas tellement les décrets en tant que tels, c'est la multiplicité des décrets qui tu vois, il y a un décret qui arrive, il y a eu le décret mission, ça allait changer l'enseignement, mais donc on aurait dû jouer ça sur plusieurs années. Et puis, ça c'est à 97. En 2004, Marie Arena est arrivée avec son contrat stratégique pour l'enseignement. Et quand je l'ai lu, parce que j'ai tout lu, et quand je l'ai lu, et qu'il est écrit dedans, il faut oser la mixité sociale, il faut que les parents osent la mixité sociale.
Mais je suis désolé si tes parents voient que bon, il y a une école avec des gosses vraiment en difficulté à côté de chez toi, qu'ils ont des difficultés pour lire et écrire et que toi tu n'as pas ces difficultés, ils vont essayer de trouver une autre école. Alors là je dis non, là c'est du rêve. Et bon, ici à Gembloux ou dans la région, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui peut-être qui est aussi sensible que dans des communes comme Scarbeck. Et donc par rapport à ta question, donc c'est vrai que trop de décrets et parfois des choses contradictoires d'un décret à l'autre. Alors on s'habitue à un décret, on essaie de l'appliquer, il y en a un autre qui arrive, et puis il y en a un suivant qui arrive. Et on dirait que chaque ministre est avec son décret dans son portefeuille. Donc à un moment il faut cesser, il faut laisser respirer. Ouais. Alors vous ne croyez pas du tout aux bénéfices du décret mixité. Pourtant là aussi c'est le souci d'égalité qui a motivé les ministres. Ben voilà, de nouveau, c'est ce que j'ai aussi avec un pédagogue qui a travaillé à ce décret. Je lui ai dit que le décret mixité, chez nous, à Scarbeck, ça avait exactement l'effet contraire. Il a ouvert de grands yeux, il a dit mais c'est pas possible, tous les paramètres étaient bons. Donc tu vois, on réfléchit à ça. Bon, dans des bureaux. Alors l'idée du décret mixité, je la trouve extraordinaire parce que je ne peux pas me mettre. Bon, peut-être moins de nouveau ici dans la région, mais que dans certaines communes de Bruxelles, et bon, à Scarbeck particulièrement, où tu prends Molenbeek, tu prends d'autres communes, qui est au Etterbeek, qui est certaines écoles où les directions d'école pouvaient refuser des élèves quand ils étaient un petit peu trop bruns, ou quand leurs parents n'avaient pas les métiers qu'il fallait, etc., et que d'office là on rejetait les gens. Et c'est à cause de mais c'est vraiment une minorité d'écoles qui faisait vraiment de la ségrégation sociale, qu'on a dit, il n'y a pas de mixité sociale, on va mettre le décret inscription. Donc l'idée du décret inscription, elle est bien. Mais de nouveau, voilà, on pense à un truc général, et puis tu vas sur le terrain. Alors bon, il faut des critères. Donc si tu te souviens un petit peu de l'histoire, il y a eu des files devant les écoles. Bon, donc on a dit, première arrivée, c'est soi-disant démocratique, première arrivée, premier servi. Bon, nous, on a eu des files interminables devant notre école. Et puis, vous l'avez vu à la télé à l'époque, il y a des gens qui payaient d'autres personnes pour attendre dans la file. Et puis, quand on leur téléphonait au moment où leur temps arrivait, et donc ceux qui payaient, ce n'étaient pas les plus pauvres qui pouvaient payer. Et donc, on a vécu ça à l'école. On a eu, il y a 2 ou 3 ans, on a eu 523 demandes pour 180 places en première. Le préfet a vu tous les parents pour leur expliquer le projet pédagogique, etc. Et puis, c'est les 180 premiers, et puis les autres, débrouillez-vous. Donc, tu vois déjà la catastrophe. Donc, ils ont laissé tomber ça. Puis, Christian Dupont avait fait le décret, comme le préfet l'a appelé, chez nous, le décret loto. C'était un tirage au sort dans toutes les demandes. Alors, nous, donc le préfet avait demandé, et c'était passé au JT, parce qu'on est près de la RTBF, donc ils viennent souvent voir chez nous. Donc il avait demandé à une prof de maths qui venait d'avoir un bébé, un petit jeu avec des boules, et donc il avait tiré les élèves il sortait les petites boules avec les numéros, et la télé était venue voir, il dit, oui, alors le journaliste lui avait dit, mais enfin, est-ce que ce n'est pas un peu idiot de réagir comme ça? Il dit, c'est idiot, réaction idiote, quoi, parce que là, franchement, je suis obligé, j'ai rencontré tous les parents. Il y a des parents qui disent, voilà, votre école a un projet pédagogique, on veut aller chez vous, etc., qui sont retirés au sort, et puis leur gosse se retrouve dans une école où ils ne veulent pas se retrouver, et des parents qui disent, véridique, on vient inscrire, comme on ne sait pas où notre gosse doit être inscrit, ils ne venaient pas avec le projet pédagogique de l'école qu'ils n'avaient pas lu, ils venaient avec le plan de la STIP, et ils allaient inscrire leur gosse dans toutes les écoles le long de la ligne du tram 7 à Scarbeck, donc à l'Institut Saint-Dominique, à Fernand-Blum, et puis on voyerait où on allait tirer au sort. Donc aberration, donc ils ont laissé tomber. Et puis on est arrivé, ils ont dit il faut des critères. Et alors on a mis des critères qui ont été pensés, et qui n'ont pas eu tellement d'effet. Moi par exemple, ici à Gembloux, j'ai des amis à Arlon qui ont dit ça n'a rien changé, mais un des critères du décret inscription, un des critères prioritaires, c'est le critère de proximité. Et donc nous on a un quartier donc d'une école qui était multisociale et multiculturelle, et c'était la fierté de l'école, avec des élèves qui venaient de l'UE Saint-Lambert, d'Etterbeek, etc. Tous ces élèves, on peut les inscrire, et on peut inscrire en priorité, sont inscrits
les gosses qui sont dans le quartier turc et d'une école mélangée socialement et multiculturellement, on se retrouve maintenant avec des premières, ou pour le moment avec des jeunes gosses, hein, mais où il n'y a plus de différence sociale. Et donc là, il y a un souci. Et donc dans mon quartier, il y a l'Institut technique, il y a le lycée, et donc avant, donc, comme c'est une école communale, hein, c'est pas un Athénée royal, c'est un Athénée communal, donc c'est un petit peu comme au niveau du fonctionnement comme dans le livre. On s'était mis d'accord entre les trois écoles, l'Institut technique, le lycée et nous, de proposer vraiment des projets pédagogiques aux parents en disant votre enfant peut faire ça, il doit plutôt aller au lycée, en discutant chaque fois avec les parents. Ça prenait un temps énorme au préfet et à la préfète de l'autre côté, mais il le faisait. Et maintenant, c'est le hasard. Et donc on est arrivé à créer, pour une commune comme Serbé, un trapèze, pas une pyramide, là où tu as 15 premières et où il te reste une réto. On était vraiment arrivé à créer quelque chose qui fonctionnait bien, et maintenant on se retrouve, depuis le début de l'inscription, en quatrième l'année passée dans mon implantation, il y avait 78 élèves, cette année il y en a 54. Parce que c'est tous des élèves qui ne veulent pas faire du général, et soit dès la fin de la deuxième supplémentaire ou la troisième, ils s'en vont. Donc c'est l'effet exactement ça. Et il y a toutes les écoles en quartier défavorisées, c'est comme ça où elles se vivent. Donc, voilà, ça c'est du concret. Mais tu vois, donc je défends la mixité sociale depuis 33 ans et je me retrouve avec le décret, avec des élèves où on ne pourra plus la défendre. Et donc, où on pourrait transformer des ghettos. Et tu vois, c'est tout le quartier, toute la commune. Donc là, il y a un souci. Oui. C'était le point 4. Alors, le point 5. Ça va, vous tenez le coup? Parce que je ne vous regarde pas, je te regarde celui qui m'interroge. Et finalement, c'est tout un fonctionnement de société que vous dénoncez et contre lequel vous manifestez votre indignation. Les jeunes formés par compétences n'ont plus de culture et ne s'y intéressent plus. Il s'agit de s'amuser, plus de réfléchir. La poudre aux yeux a remplacé la poudre à canon, c'est si pratique pour nos politiques. Pourquoi les techniciens de l'éducation, qui n'ont cependant que le mot citoyenneté à la bouche, ont-ils transformé l'école en un vaste réseau d'ignorance et pourquoi leur a-t-on permis de vider l'école de sa mémoire et de son humanisme? À force de réduire l'école à un jeu, et ce dès l'enseignement primaire, on crée des analphabètes. Les nantis mis à part, les enfants qui entrent aujourd'hui en secondaire n'ont ni les connaissances ni les compétences nécessaires pour comprendre ce que les merveilleux manuels si bien pensés leur proposent. Parce qu'ils savent parfois à peine déchiffrer les mots, parce qu'ils sont incapables de se concentrer plus de quelques secondes sur un texte, parce qu'ils n'ont appris ni à écouter, ni à étudier, ni à tenir un cahier, parce qu'ils passent dans leur tête d'une activité à l'autre sans se fixer sur aucune. À vous lire, on a parfois l'impression que les politiques s'accommodent très bien de la baisse du niveau de l'école. Moins les citoyens seront formés, plus ils seront influençables. C'est cela votre peur? Ça, c'est ça, oui, clairement. Quand tu dis, bon, j'aime bien que tu dises c'est cela votre peur et pas votre idée. Parce que c'est vrai, moi j'ai senti, bon, j'ai lu beaucoup de textes autour de ça. Il y a la bibliographie qui est citée en fin d'ouvrage, où bon, ce sont essentiellement, il y a très peu de livres en Belgique sur le sujet, mais des livres français, et notamment un livre d'une journaliste du Point qui s'appelle Sophie Coignard et qui a écrit un petit livre, un gros livre chez J'ai lu, qui s'appelle Le Pacte immoral, et qui dit, là, il y a vraiment, et elle analyse les réformes de l'enseignement en France depuis mai 68, et donc il y a elle qui analyse ça, il y a d'autres auteurs qui analysent ça, où on se dit finalement, moins il y aura de personnes intelligentes, mieux finalement, on peut continuer notamment, tu vois, au niveau des banques, etc., à raconter n'importe quoi au niveau des infos. Je dis, il y a un souci. Et puis j'ai lu des livres plus alarmistes où il y a des gens qui disent non, c'est une volonté malheureuse. Moi-même, ça me fait peur et je me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est mentalement possible que des gens puissent penser ça? Visiblement, il y a plusieurs textes là-dessus où on dit, donc d'ici 20 ans, pour faire fonctionner économiquement, l'enquête PISA dont on a parlé, c'est quand même le CD et tout ça, pour faire fonctionner économiquement la planète, on aura besoin de 20% de la population. Les autres, on n'en a pas besoin. Et donc, on n'a plus besoin que de 20% de gens intelligents. Et si les autres sont intelligents, ils vont évidemment respecter.
Donc plus ils sont idiots, plus ce sera facile. Et donc alors regardez les universitaires en Espagne, en Grèce, dans les pays en crise, qui ont fait des études et qui se retrouvent à travailler au McDo. Pour même pas, on appelle ça la génération 800 ou 1000 euros. Et donc ils sont contents, ils ont un boulot, ils ne crèvent pas de faim. Et quand tu as besoin de ton boulot pour pas te crever de faim, tu ne critiques plus, évidemment. Et donc là, c'est quelque chose qui effectivement me fait peur. J'espère que ça n'est pas dans la conscience de certaines personnes, mais je l'ai lu dans trop de textes. Pensez-vous réellement que l'État veuille se débarrasser du fardeau de l'école pour le confier au privé? Ben, s'il voulait le faire, il ne ferait pas mieux. Hein. Écoute, alors tu dis ça à une personne, à un homme ou à une femme politique, il m'arrache les yeux, évidemment. Mais à un certain moment, j'ai eu un débat dans une émission de la RTBF qui s'appelle Face à l'info, c'est à la radio, Edith Jackelbergs, où j'ai été confronté à un directeur d'école privée. Et bien ce monsieur qui a une école privée à Argenteuil-Waterloo, il est passé de 40 élèves à 120 depuis le décret d'inscription, et c'est un minerval de 1000 euros par mois. Alors les gens donc 1000 euros par mois. Donc les gens qui ne trouvent plus une école de leur choix et qui ont de l'argent, ils viennent chez moi parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant soit n'importe où. Mais les gens qui ont des enfants intelligents, et par exemple moi là, à Scarbeck, j'ai vraiment des gosses absolument formidables, mais dont les parents n'ont pas ces possibilités-là, si on ne peut plus leur proposer quelque chose, tu vois, au niveau des études de valable, donc je dis, moi j'ai en face de moi des futurs condamnés sociaux, et ça non, voilà, je ne peux pas le mettre. C'est peut-être le point de base de ma colère, quoi. Je dis parce que je veux vraiment que mes petits élèves de Scarbeck, quoi, et j'ai toujours vécu à Scarbeck, je connais bien cette commune, etc. Mais je veux qu'ils aient le droit, comme toi ici à Jean-Blou ou à Waterloo pour d'autres, etc., mais qu'ils aient le droit de pouvoir faire des études valables, d'aller à l'université, etc., et qu'ils ne se retrouvent pas laminés après parce qu'on n'a plus pu leur proposer un enseignement de qualité. Et donc, tu vois, pour leur honneur, le plus beau truc en tant que prof, je me souviens d'un élève que j'avais eu qui était dans une situation sociale épouvantable, il ne pouvait même pas étudier à la maison, etc. On l'a aidé à l'école, il a pu rester à l'école pour faire ses leçons et ses devoirs, il est devenu prof de latin. Et bien là, c'était l'école ascenseur social. Et ça, c'est bon, en tant que prof, moi, je ne vois que ça. Et donc là, j'ai le sentiment que ça devient de plus en plus difficile pour quelqu'un qui est dans une situation sociale difficile. Pensez-vous que la parution de votre livre va faire changer les choses? Quelles conséquences peut-il avoir sur l'évolution de l'école? Bof. Je suis pas un rêveur, hein. Donc, alors mon livre, je ne sais pas trop pourquoi. Donc j'ai écrit le livre. Donc au départ, j'ai écrit le livre pour moi là, parce que je me dis, à un moment, je commence à râler. C'est pas mon tempérament. Alors je me dis, est-ce que c'est l'âge qui, tu deviens vieux, tu commences à râler. Donc je l'ai écrit pour moi. Et puis j'entendais les professeurs quand je vais dans les écoles en tant qu'auteur qui me disaient la même chose que moi. Je dis donc puis j'ai lu tous ces bouquins français et autres. Je dis donc finalement il y a quand même, il y a notamment un livre d'un professeur français qui dit je suis prof et je désobéis. Et il dit non c'est plus possible, moi je désobéis aux lois en France pour encore donner un cours de qualité aux élèves qui me sont confiés. Et donc j'ai eu le bouquin. Je me dis, le livre il est là. Là maintenant, si je veux le sortir, tout le monde sait que je suis professeur à la Thénifernal Blum à Scarbeck. Mon préfet, il va se ramasser plein de choses sur la tête. Donc j'ai été lui montrer le texte, j'ai dit voilà, j'ai écrit ça, je voudrais que tu le lises. Tu me dis que tu ne publies pas, je le mets dans mon tiroir ou à la poubelle et on n'en parle plus. Il l'a lu, il a dit, je suis peut-être pas d'accord avec tout la manière de le développer, mais vas-y. S'il y a des choses qui me tombent sur la tête, ça tombera d'abord sur la mienne, et puis sur la tienne, et puis voilà. Hein? Donc là, j'ai vraiment eu un soutien à la fois de ma direction, et c'est important. Tu imagines, il m'aurait dit, c'est quoi ce truc, tu vas nuire à l'école, ou quelque chose comme ça, j'étais mal pris. Et donc le livre est sorti, alors il est sorti quelque part au bon moment, par rapport à la presse, tout ça, fin août pour la rentrée, tout ça. Les journalistes se sont jetés dessus en se disant ouais, un truc spécial sur la rentrée, on va pouvoir faire de l'audimat, parce que c'est vraiment ça. À la limite, depuis la sortie de ce livre, quand je sors un bouquin, je n'ai plus envie qu'on parle de mes livres.
parce que tu es utilisé comme un animal pour mettre le plaisir de la confrontation, la provoque, etc. Et donc là, tu te dis non. Il y a des gens qui m'ont interviewé, ça va très vite que vous, quand vous me posez les questions, et vraiment je vous en remercie, je vois que vous avez lu le livre. Je me suis retrouvé interviewé en direct par des gens qui ne l'avaient pas lu. Et donc là, ils te posent des questions, tu dis, oups, qu'est-ce que je fais? Je dis en direct que, écoutez, franchement, il faudrait peut-être le lire avant de poser des questions, c'est pas mon tempérament. Bon, mais tu te dis, ben, c'est décevant. Ou alors des personnes qui disent, bon ben voilà, il a parlé de pédagogie, bon les nuances que vous avez soulevées ici, bon ben elles sont soulevées, ben, il y a toute une série de journalistes qui ont retenu, les pédagogues sont la mérule de l'enseignement. Et donc voilà, paf, c'est la phrase qui est restée partout, qui a tourné partout, et tu te dis, zut, et il n'y a pas de détails après. Alors par rapport à ta question, bon, qu'est-ce que ça peut changer? Ça a fait beaucoup de bruit. La ministre m'a invité, hein, pas convoqué, invité. Le café était bon. Alors, c'est vraiment une chouette rencontre avec son chef de cabinet, qui était prof avant et directeur d'école. Donc c'était le frère de M. Minguin, donc le politique, et son frère a été directeur du Sacré-Cœur de l'Intout à Bruxelles, et donc chef de cabinet maintenant de la ministre. Et vraiment, voilà, c'est des professeurs qui parlaient de l'enseignement. C'était vraiment agréable. Et après, la ministre, juste après moi, elle dit, bon là, je suis désolé, c'est intéressant, mais je n'ai plus le temps, parce que j'ai rendez-vous c'était avec l'administrateur général de la RTBF, M. Philippot, que j'ai rencontré dans l'ascenseur après, tu vois, donc elle est speedée, etc. Et puis, qu'est-ce qu'elle va pouvoir changer? D'abord, parce qu'il y a tout ce poids de l'administration, avec des gens qui ont pensé des lois, et tu ne vas pas leur demander de reconnaître que peut-être qu'il y a des erreurs dedans, même s'il y a des qualités aussi. Il y a ça, et puis elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je change? Le 24 mai, c'était fini. Le 25 mai, aux élections 2014. Qu'est-ce qu'elle peut faire en 9 mois? Donc tu vois, qu'est-ce qu'elle peut changer? Et puis mon livre, tu vois, au niveau de la presse, j'ai tout eu. Mais c'était vraiment, j'ai eu une journée où j'ai fait 5 interviews sur la même journée. C'était la rentrée scolaire, je devais donner cours. Hein, donc tu imagines, cette semaine-là, la vie que j'ai eue. Et puis des gens qui téléphonaient en disant, Monsieur Andrea, il faut absolument passer à notre JT, on est télé locale ou autre, il faut absolument passer à notre JT. Et je dis, écoutez, je ne peux pas, c'est pas possible, tout est complet. Mais alors, on vous recontacte la semaine prochaine pour que vous veniez mardi, mercredi. Et le mardi, j'ai reçu un SMS, désolé de ne pas vous avoir contacté, mais vous n'êtes plus dans l'actu. Salut, l'école, on n'en parle plus, c'est fini, la rentrée est passée, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça peut changer les choses? J'ai été interviewé par une dame pour un débat à la télé. Bon, parce que c'était le 2 ou le 3 septembre, je ne sais plus, la semaine de la rentrée, c'était un débat sur l'enseignement. Elle, le lendemain, faisait des prothèses mammaires. Donc, tu vois, demain, je fais des prothèses mammaires. Bon, ok. Alors, tu vois, tu te dis là, tu te rends compte de l'importance de ton petit bouquin, tu l'as écrit avec tout ton cœur. On en parle pendant une semaine. Et puis c'est la société qui zappe, on passe à autre chose. Bon, donc, alors il y a une personne intéressante, vraiment, qui m'a vraiment beaucoup étonné, parce que je ne le connaissais pas, c'est le nouvel échelon de l'enseignement Scarbeck. Donc, comme j'ai présenté le livre dans mon école, il a fallu demander occupation de locaux, etc., à la commune. Bon, c'est assez lourd, il faut passer par tous les services. Est-ce qu'il vous faut des plantes? Est-ce qu'il vous faut un spot, etc. Je dis, il ne faut rien, juste une table. Et donc, il est venu assister. Il a écouté, il n'avait pas lu le livre. Il a écouté ce que je disais, comme vous ici, et puis il dit, je voudrais intervenir. Je me dis, oups, homme politique, et alors vous voyez Cascarbeck, la liberté d'expression, Et puis il a dit, voilà, j'ai écouté mon professeur, je n'ai pas encore lu son livre, mais je le soutiens entièrement. Devant des journalistes, pour un homme politique, je dis chapeau. Et puis après, il m'a demandé, donc toujours par rapport à ta question, il m'a dit, il faudrait qu'on se revoie. Et il a dit, mais votre livre là, c'est un homme réaliste. Il m'a dit, dans 3 mois, il n'y a plus personne qui en parlera. Et vous avez lancé un mouvement, il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'il y ait un groupe de réflexion, etc. Pour essayer de publier autre chose après, pour que ça ne tombe pas. Alors oui, si ça ne tombe pas, mais tu vois, alors tu essaies de lancer un groupe de réflexion. Alors j'ai rencontré plein de gens. Alors tu rencontres des gens qui sont partisans de l'école égalitaire, qui disent que bon, je suis un sale élitiste, etc., parce que je dis que dans les quartiers défavorisés, il faut encore de bonnes écoles. Alors ils me répondent, non, il faut des bonnes écoles partout, mais il n'y a pas d'argent. Je dis, s'il n'y a pas d'argent, il faut être réaliste.
Mieux vaut qu'il y ait une bonne école dans les quartiers défavorisés qu'il n'y en ait plus du tout. Et alors, il m'a répondu, ce monsieur, ben, je préfère mon idéalisme lumineux à ton réalisme puant. Bon, d'accord, ok. Mais je dis, moi, je préfère être réaliste bêtement, quoi. Donc, tu vois, j'ai rencontré des personnes comme ça. J'ai rencontré des personnes, bon, ben, c'est dans les discours politiques, tendance peut-être plus libérale, qui disent, ben non, mais il faut supprimer le décret d'inscription, et il faut que les parents aient le choix, et finalement, tant pis pour les mauvais, quoi, ou tant pis pour les gens qui ne sont pas inscrits dans les bonnes écoles. Donc, et alors, je devrais mettre autour de la table ces gens-là, une grande table, hein, pour qu'ils ne se crachent pas dessus, et puis trouver un consensus. Donc, je dis, ça, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé d'écrire un tome 2, tout seul, en écoutant tout ce qu'ils disent. J'ai dit à la ministre que ça s'appellerait « Les profs aux cieux et l'école au bon lieu ». Voilà. Mais c'est un mauvais titre au niveau édition, donc on trouvera autre chose. J'ai déjà écrit 25 pages. Merci. Mais merci à toi. Voilà, merci beaucoup.